Alors, rebonjour tout le monde. Alors, on revient avec notre sujet de l'heure, c'est-à-dire ChatGPT et les intelligences artificielles, dans ce cas-ci, les agents conversationnels comme ChatGPT. Donc, la dernière capsule, on a parlé d'un peu de ce que c'était un agent conversationnel et on a parlé aussi de la compagnie qui a créé ChatGPT, la compagnie qui s'appelle OpenAI et qui appartient maintenant à Microsoft, pour ainsi dire. Donc là, ce dont on va parler, c'est les effets sur le marché du travail de ChatGPT et de façon générale des intelligences artificielles sur le court, moyen et long terme. On va voir que il y a des effets qui sont potentiellement gigantesques et qui remettent en question même le tissu social et économique tel qu'on le conçoit présentement. D'abord, c'est pas nouveau qu'il y ait des vagues d'innovation depuis je sais pas, 200 dernières années, depuis la révolution industrielle. C'est pas nouveau qu'il y ait des vagues d'innovation, de nouvelles types de machines qui sont fabriquées et qui remplacent des êtres humains, que ce soit, on peut imaginer des machines à tisser à la vapeur dans des fabriques anglaises au 19e siècle, ou encore des robots qui visent des boulons sur des voitures dans les années 60-70. Donc, a priori, il n'y a rien de nouveau dans l'idée que ChatGPT ou l'intelligence artificielle pourrait remplacer des êtres humains. Par contre, on va voir que il y a quelque chose de particulier avec l'intelligence artificielle qu'on ne voyait pas avec les autres vagues d'innovation technologique qu'il y a eu depuis la révolution industrielle. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que depuis la révolution industrielle, quand il y a des nouvelles machines qui remplacent des êtres humains, en général, c'est toujours des emplois qui sont très manuels, en fait. Des emplois manuels qui sont remplacés par des machines qui font des mouvements relativement simples. Et souvent, quand il y a une vague de technologie comme ça qui arrivait, qui sortait des ouvriers, des travailleurs des usines parce qu'ils se faisaient remplacer par des machines, souvent ensuite, il y avait d'autres postes, d'autres types d'emplois qui s'ouvraient, qui étaient souvent un peu plus intellectuels ou plus complexes. Maintenant, ce qui est un peu surprenant avec ChatGPT, c'est que dans ce cas-ci, c'est pas des emplois manuels qui sont menacés par l'agent conversationnel, mais plutôt des emplois que j'appellerais des emplois intellectuels. Qu'est-ce que j'entends par des emplois intellectuels ou des travailleurs intellectuels? C'est simplement des gens dont l'emploi, dont le travail est de gérer et traiter de l'information et de produire de la nouvelle information. On pourrait dire, grosso modo, que c'est à peu près ce qu'on appelle la laptop class. Celle qui, quand le COVID est arrivé et qu'on a tous été confinés, celle qui pouvait rester à la maison puis travailler sur son laptop sans problème. C'est quand même un fort pourcentage de la population. C'est intéressant de voir que, en fait, les agents conversationnels comme ChatGPT sont capables de remplacer ce qui semblait a priori être le monopole des êtres humains, c'est-à-dire le travail intellectuel, avant d'être capable de remplacer des gestes des plus humains, plus physiques, comme vidangeur, ouvrier dans une usine, etc. Donc, la technologie s'est pas encore rendue à remplacer le corps humain, mais commence à être capable, voire de remplacer les capacités intellectuelles des êtres humains, voire de les dépasser dans bien des cas avec ChatGPT. Personne n'est capable de fabriquer, d'écrire des articles de journaux en 2 secondes. ChatGPT est capable de le faire sans aucun problème. Donc, ChatGPT est vraiment plus une menace pour la laptop class, pour les travailleurs intellectuels que pour les travailleurs physiques. Donc, ce qui veut dire que des agents conversationnels pourraient commencer à remplacer lentement mais sûrement, peut-être même rapidement, toutes sortes de personnes qui travaillent, comme je l'ai dit, avec un ordinateur. Ça peut être des profs, ça peut être des répartiteurs dans une usine, ça peut être des programmeurs. Dans certains cas, ça peut même être des psychologues, voire dans certains cas, il y en a qui parlent même des médecins et Dieu sait qui encore, sont tous plus ou moins menacés par ChatGPT qui est capable, dans plusieurs cas, de produire ce qu'eux produisent, mais en plus efficace, en plus rapide et parfois même, il faut le dire, mieux.
Ce qui est encore plus intéressant, par contre, c'est qu'on a déjà commencé à télécharger ChatGPT dans des robots physiques. Parce que oui, les robots physiques commencent aussi à être très développés. Ils n'en sont pas rendus à pouvoir imiter ce que les corps humains peuvent faire, mais on s'en rapproche de plus en plus, année après année. Les capacités sont toujours de plus en plus exceptionnelles. Donc, on peut carrément télécharger un agent conversationnel dans un robot physique et on peut éventuellement croire que non seulement la laptop class pourra être remplaçable par des agents conversationnels, mais encore plus, même des emplois physiques qui pour l'instant ou manuels, qui pour l'instant semblent être peu menacés, pourraient d'ici quelques années être menacés par des robots qui ont une intelligence artificielle très développée dans leur microprocesseur. J'allais dire dans leur cerveau, mais microprocesseur, cerveau, c'est à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, certains observateurs croient que ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait avoir une perte de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'emplois en Occident ou dans les pays, en fait, qui ont les capacités technologiques nécessaires pour utiliser ces robots-là, que ce soit physiques ou virtuels. Donc, des centaines de millions, peut-être même plus encore, d'emplois qui seraient menacés par l'intelligence artificielle à la fois d'abord intellectuelle et ensuite physique. Il y a même des gens comme le célèbre historien israélien Yuval Harari qui disent que ça pourrait même développer ce qu'il appelle, lui, la useless class, donc la classe inutile. Qu'est-ce que c'est la classe inutile? Ben, c'est des gens qui se feraient remplacer par des intelligences artificielles et qui se retrouveraient dans une situation où, vu que les intelligences artificielles se mettent à occuper toutes sortes d'endroits, ne peuvent plus trouver des emplois, mais non seulement pas de façon temporaire, mais de façon permanente. Donc, ils deviendraient non seulement sans emploi, mais ils deviendraient inemployables et donc, littéralement, selon ses dires, inutiles à la société. On l'écoute. First, we might face upheavals on the social and economic level. Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs. And while new jobs will certainly be created, it is unclear whether people will be able to learn the necessary new skills fast enough. Whereas in the past, humans has had to struggle against exploitation, in the 21st century, the really big struggle will be against irrelevance. And it's much worse to be irrelevant than to be exploited. Those who fail in the struggle against irrelevance would constitute a new useless class. People who are useless, not from the viewpoint of their friends and family, of course, but useless from the viewpoint of the economic and political system. And this useless class will be separated by an ever-growing gap from the ever more powerful elite. À l'écoute de ce clip de l'historien, ce qu'on voit, c'est que Yuval a peut-être par contre sous-estimé. Il a cru d'abord que ce serait des emplois manuels, simples, peu qualifiés, qui seraient d'abord remplacés par des intelligences artificielles. Or, comme on l'a dit, c'est d'abord et avant tout les travailleurs intellectuels, donc ceux qui ont le plus d'éducation, qui sont immédiatement menacés par ChatGPT. Donc, le niveau d'éducation, malgré ce que l'historien en dit, le niveau d'éducation ne protège pas contre la possibilité de se retrouver dans ce qu'il appelle la useless class. Mais le développement d'une grande masse d'individus qui seraient, comme on le dit, inutiles à la société car inemployables, ça pose d'énormes questions parce que vont faire ces gens-là? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Quels effets ça va avoir sur la société? On voit que c'est pas si évident que ça. Puis, Yuval Harari et d'autres proposent même en fait qu'il va falloir occuper ces gens-là pour pas qu'ils deviennent fous puis qu'ils se mettent à détruire la société parce qu'ils ont plus aucun but puis ils savent plus quoi faire dans cette société-là. On va le voir ici que il y a des solutions qui sont proposées qui sont assez surprenantes. It's quite possible that by 2050, a new class of people will appear, a useless class. Not just unemployed people,
but people who cannot be employed. However, a support system through some scheme of universal basic income could help useless people. In this case, the real problem will be to keep people engaged in any purposeful activity, otherwise they'll go crazy. So, what can you do with a useless class? One possible solution could be a computer game. Indeed, economically independent people are devoting more and more time to virtual reality. This contributes to much greater engagement. So virtual realities are most likely the solution to the problem of the useless existence of a class of people in the post-work world. And no matter how these realities are created, the possibilities are endless. Donc, mettre la useless class, la brancher sur des jeux vidéo pour l'occuper, la brancher sur la réalité virtuelle pour occuper des gens inutiles. Faut quand même le dire, ça ressemble un petit peu à certains films comme La Matrice, entre autres. Quoique dans La Matrice, les êtres humains qui sont branchés sur une réalité virtuelle ne sont pas inutiles, ils servent de batterie, on le sait, pour les robots dans le film. Dans ce cas-ci, on aurait juste des gens qu'il faut occuper parce que sinon, ils vont être néfastes à la société. Donc, c'est comme entre les mettre dans un camp ou les oublier dans la forêt puis les brancher sur la réalité virtuelle, ça semble être plus humain de faire la dernière option, mais ça demeure une solution un peu étrange dans laquelle, il faut le dire, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Entre autres, une des choses que des gens comme Yuval Harari ne voient pas, c'est d'abord l'effet économique d'avoir une useless class et d'avoir une intelligence artificielle qui occupe de plus en plus d'emplois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez des usines qui roulent avec très peu d'employés humains, avec des intelligences artificielles qui produisent de plus en plus efficacement toutes sortes de marchandises, mais qu'en même temps, vous avez de moins en moins de travailleurs qui ont des revenus décents ou voire un quelconque revenu pour pouvoir acheter ces marchandises-là, vous avez un problème parce que vous avez une production de masse, mais vous n'avez pas de consommation de masse. Or, s'il y a une production de masse, il faut qu'il y ait aussi des clients pour acheter. Ces clients-là, la plupart du temps, c'est majoritairement des travailleurs. Si vous avez une masse de centaines de millions de personnes qui n'ont plus de revenus et qui ne peuvent plus rien acheter, vous avez des gros problèmes économiques pour écouler votre marchandise super perfectionnée, faite par des robots super perfectionnés. Il y a aussi l'idée qu'avoir des centaines de millions de personnes qui n'ont plus aucun but dans la société, qui ne savent pas quoi faire, ça peut produire des conflits sociaux assez aigus. Et c'est pas certain que de simplement les brancher sur une intelligence artificielle, à moins qu'on les branche de force, ce qui nous rapprocherait de plus en plus de la matrice, c'est pas certain que de les brancher sur l'intelligence artificielle, ça va vraiment calmer leur besoin de trouver quelque chose d'utile à faire dans la société, puis leur besoin aussi simplement d'avoir les moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc, on voit qu'il y a des problèmes dans ce que les gens comme Yuval Harari amènent comme solution. Il y a des problèmes. Il y a la useless class. C'est beaucoup plus large que simplement des gens qui savent pas quoi faire avec leur vie. On peut même, en fait, remarquer que on pourrait imaginer que un espèce de monde paradisiaque, si on voit ça d'une façon plus optimiste, un espèce de monde paradisiaque où les intelligences artificielles sont ultra développées, produisent tout ce dont l'humanité a besoin et pendant ce temps-là, l'humanité peut tout simplement ne plus avoir à travailler, à faire le travail, le fameux 40 heures semaine et plus où on rentre puis on fait quelque chose qui la plupart du temps nous ennuie en échange d'argent. On pourrait ensuite se mettre à peindre des paysages ou à faire des pique-niques dans l'herbe ou à sauter en parachute. En fait, bref, à avoir toutes sortes de hobbies, puis on pourrait atteindre une espèce de société de loisirs où il y aurait très peu de travail humain qui serait fait parce que l'intelligence artificielle ferait tout. Nous, on pourrait juste s'amuser. Le problème, c'est que dans un système capitaliste comme le nôtre dans lequel on vit, un système économique capitaliste, c'est un peu impossible. Pourquoi? Parce que dans un système capitaliste, on ne produit pas les choses simplement pour le plaisir de les donner aux gens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On produit des marchandises pour pouvoir les vendre, pour faire du profit. Et en échange, les gens qui achètent nos marchandises doivent travailler pour recevoir de l'argent pour ensuite acheter des marchandises dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins.
Donc, dans un système capitaliste qui développe de l'intelligence artificielle, ça devient assez difficile de profiter au maximum de cette intelligence artificielle-là parce que ça ne répond pas aux besoins capitalistes. On peut pas, il y a pas, dans le capitalisme, il n'y a pas l'idée de, on produit des choses, comme je l'ai dit, pour les donner, il faut qu'on les vende. Donc, s'il n'y a pas de clients, on cesse de produire des marchandises. Donc, on voit que le système économique dans lequel on vit développe des technologies absolument incroyables, mais en même temps, les lois économiques qui prévalent dans un tel système empêchent de vraiment bien en profiter, puisque ça ne correspond plus à l'idée de produire de la marchandise à des travailleurs qui, eux, échangent leur travail contre de l'argent et qui ensuite rachètent les marchandises. Donc, puisque l'intelligence artificielle fout des gens dehors, on voit qu'il y a comme une espèce de court-circuit économique qui se passe dans le système capitaliste avec ça. Donc, il y a un problème de fond qui est vraiment pas facile à régler puis qui mérite beaucoup plus d'attention que de simplement dire, bon, il y a des gens inutiles, branchez-les sur la réalité virtuelle, puis on continue comme si de rien n'était. Ça, c'était pour le marché du travail. Maintenant, ce qu'on va voir dans la prochaine capsule, c'est des enjeux aussi plus politiques et sociaux à propos de l'intelligence artificielle, à savoir en fait quel effet ça va avoir sur la hiérarchie sociale de l'intelligence artificielle. On va voir en fait que ça renforce les gens qui ont des organisations qui ont déjà énormément de pouvoir. Donc, à la prochaine capsule.